Donc voilà. Donc pour ce qui est de la politique économique, c'était l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics dans le but d'atteindre des objectifs relatifs ou des objectifs relatifs à la situation économique dans un pays et que la politique économique, elle obéissait à un système de pensée, enfin pas un système de pensée, mais plutôt un processus, d'accord, un processus qui commence par le fait de dresser des finalités, de les traduire en objectifs, d'accord, des objectifs tangibles ou quantifiables, de mettre en place les moyens pour atteindre les objectifs et d'observer les résultats. Et donc à chaque fois, compte tenu des résultats obtenus, ajuster soit les objectifs ou ajuster les moyens ou ajuster les deux, tout en tenant compte des contraintes, d'accord, des contraintes qui pèsent sur l'économie. Donc, quels sont déjà les principes fondamentaux de la politique économique en tant qu'instrument, parce qu'il s'agit avant tout d'instruments, et pour chaque instrument, bien sûr, on lui applique le processus soit à titre individuel, soit cet instrument-là est lui-même imbriqué dans d'autres processus. Donc, les fondements ou les principes fondamentaux, déjà, c'est de distinguer deux grandes catégories de politique économique. Donc, d'une part, les politiques économiques conjoncturelles, donc qui sont en général de court terme, comme son nom l'indique, c'est la conjoncture, et qu'il faudrait distinguer les politiques économiques structurelles qui jouent sur les structures, sur les fondements, sur les tréfonds de l'économie. Donc, pour ce qui est des politiques économiques conjoncturelles, elles visent plutôt à faire un pilotage, si vous voulez, un pilotage à court terme de l'économie dans le but de maintenir des équilibres macroéconomiques dont on a parlé la dernière fois, en partie, ou de les maintenir, enfin les maintenir ou les rétablir. D'accord? Et quels sont ces équilibres économiques et financiers? Donc, avant de les voir en détail, donc ce sont des éléments qui s'inspirent énormément de ce qu'on avait vu concernant la croissance économique. J'avais dit qu'une croissance économique devait être équilibrée sur plusieurs aspects. Donc, il faut qu'elle ne soit pas inflationniste, il faut qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle ne se traduise pas par l'apparition d'inégalités, il faut qu'elle ne donne pas lieu à des pressions inflationnistes, il ne faut pas qu'elle donne lieu au creusement des déficits. Donc, on sait déjà que la croissance économique, elle doit être équilibrée. Et pour obtenir une croissance économique équilibrée, donc il faut fixer des objectifs ou des normes. Et les politiques économiques conjoncturelles permettent à chaque fois d'ajuster l'économie pour la faire respecter, disons, ces équilibres-là, ou pour la faire revenir à son seuil d'équilibre tel qu'on l'a défini au préalable. Ça ne veut pas dire que c'est une chose aisée, mais ce sont les politiques économiques conjoncturelles qui permettent d'encadrer l'économie en fonction de ces objectifs-là. Donc il y a des objectifs sur le marché du travail, sur le marché des biens et services. Donc pour le marché du travail, c'est le niveau de chômage. Donc il faut que le niveau de chômage soit contrôlé, qu'il soit raisonnable. L'idéal, c'est d'avoir une situation de quasi plein emploi. On verra un peu plus tard, les sous-bassements théoriques de l'idée du quasi plein emploi. Donc sur le marché du service qui soit équilibré, qu'il y ait un équilibre extérieur, ainsi de suite. Donc ça, c'est le pilotage au jour le jour de l'économie telle que elle se présente, d'accord, ou telle qu'elle existe. Et il faudrait plutôt la distinguer des politiques économiques structurelles, et là qui vont jouer sur les structures. Là, on est sur le long terme, puisqu'on travaille sur les structures, donc on travaille sur quelque chose qui est fondamental, qui est structurel, qui nécessite énormément de temps, d'énergie et de ressources pour la modifier, pour la maintenir, mais aussi pour la modifier. Et donc, on parle de structure de l'économie. D'accord? C'est les fondements même de l'économie. Et là, on est sur d'autres instruments, on est sur un autre horizon et bien sûr un autre niveau de ressources et de difficultés. D'accord? Typiquement, l'exemple
pour la politique économique conjoncturelle, c'est de dire attention, j'ai une alarme rouge qui s'allume qui me dit que j'ai une très forte inflation. Qu'est-ce que je fais? J'ai une ampoule rouge ou une alarme rouge qui me dit que, attention, le déficit budgétaire s'est énormément creusé. Qu'est-ce que je fais? J'ai une alarme rouge qui me dit que les déficits jumeaux, c'est-à-dire le déficit budgétaire et le déficit de la balance commerciale, sont en train de se creuser de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait pour les arrêter? Également, ça peut être une question du style, j'ai le dirham qui s'apprécie énormément par rapport aux devises, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quelles sont les conséquences, bien sûr, de ce phénomène-là, et surtout, comment on fait pour le résoudre, est-ce que c'est facile, ce n'est pas facile, et comment on s'y prend. Donc là, c'est la politique économique conjoncturelle. Donc, remarquez bien, j'ai parlé de dirham et j'ai parlé de son niveau, est-ce qu'il est apprécié ou déprécié par rapport aux autres monnaies. Donc si je suis dans la politique économique structurelle, c'est tout autre chose. Donc l'idée ici, c'est de dire, attention, l'économie marocaine présente une configuration où les services pèsent pour 60% du PIB et que le reste est prédominé par l'agriculture qui est très volatile, alors que le secteur de l'industrie ne pèse que pour 30%. Et c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que, premièrement, le secteur industriel, c'est le principal créateur de valeur ajoutée et donc le principal créateur de richesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le secteur qui emploie le plus. C'est le secteur qui permet le plus de synergie, qui permet plus de gains de productivité, ainsi de suite. Donc je sais que tel secteur est très important, mais il ne pèse que 20%. Donc je pose la question, comment faire en sorte que ce secteur-là renforce sa position dans la structure de mon économie? Et ce n'est pas chose aisée. Donc contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en 1 an, 2 ans. Donc c'est une politique qu'on doit mettre en place sur 30 ans. Par exemple, on se dit, bon, d'ici 2050, ben, on va poser une feuille de route pour faire en sorte. Donc, on va déjà expliquer pourquoi c'est important et dire comment on va faire, comment on va s'y prendre. Par exemple, pour développer l'industrie, parce que l'industrie, ce n'est pas un domaine ou un secteur qui est homogène, donc il est très hétérogène. Vous avez l'industrie pharmaceutique, vous avez l'industrie agroalimentaire, vous avez l'industrie aéronautique, automobile, mécanique, électrique, chimique. Donc, vous avez plusieurs types d'industries. D'accord? Et on met en place une stratégie qui dit que voilà, pour encourager, donc pour créer, on va dire, un tissu, pour greffer un tissu industriel, bah, il faut avant tout qu'il y ait des infrastructures. C'est quelque chose qui est peut-être déjà fait ou qui pourrait être réalisé. Donc déjà, on parle d'infrastructure, c'est du long terme. Ensuite, il faut encourager l'investissement. D'accord? Il faut encourager l'investissement dans ces secteurs-là, mais ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi une question de compétences, de savoir-faire. Donc, quand je dis d'investissement, ce n'est pas telle ou telle personne qui va venir avec ses valises pleines à craquer d'argent qui vont nous être utiles, mais c'est plutôt des industriels, des investisseurs qui s'y connaissent en industrie, qui ont un savoir-faire. On s'intéresse à un transfert de technologie, donc on va essayer d'attirer des industriels qui sont très compétents, très compétitifs et qui ont une vision. C'est eux qui vont nous rendre ce service-là, donc ils vont s'installer. En contrepartie de ce travail-là, on va leur offrir des avantages, peut-être des avantages fiscaux, peut-être des avantages en nature en leur proposant des terrains. Et donc, on va favoriser l'éclosion d'un écosystème auquel vont venir se greffer d'autres investisseurs. D'accord ? Donc, et ces investisseurs-là qui vont venir se greffer à ce tissu-là vont faire en sorte que le tissu se développe, qu'il se prenne, qu'il s'adapte bien sûr à l'économie et que surtout il se développe et qui permettent via la formation et via d'autres investissements de développer la compétitivité, de développer le savoir-faire et donc de favoriser l'émergence de l'industrie et favoriser son poids et que tout cela soit un succès. Donc, ce que j'ai dit en quelques mots, ça a l'air d'être simple, mais c'est quelque chose qui est très difficile à appliquer et donc qui nécessite de mobiliser, comme j'ai dit, des ressources et des énergies, mais qui a d'autres ramifications dans l'économie et qui appelle qui fait contribuer beaucoup de
de beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions, beaucoup de compétences. Et donc, c'est quelque chose qui doit être préparé en amont, c'est quelque chose qui doit être suivi, et c'est quelque chose qui dure très longtemps, et bien sûr sans garantie de résultat. N'oubliez pas le fameux processus, finalité, objectif, moyen, résultat. Est-ce que les résultats sont à la hauteur des espérances ou pas? Quelles sont les erreurs? Quels sont les succès? Comment on fait pour rectifier le tir? Comment on fait pour doper davantage la stratégie? Donc c'est un processus qui ne se termine pas, d'accord? Et qui nécessite évidemment beaucoup de ressources, notamment financières. Et là encore, c'est une contrainte. D'accord? D'où on va apporter cet argent-là? Comment on va le dépenser? Est-ce que ces investissements-là vont être rentables ou est-ce qu'ils vont juste favoriser l'endettement? Donc, il y a beaucoup de questions qui vont émerger et qui vont peut-être, je dirais pas décourager, mais qui vont à chaque fois remettre en question ces stratégies-là. Et donc, c'est pas quelque chose d'évident à faire et surtout que le résultat se compte sur des générations. D'accord? Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la formation des jeunes, je n'ai pas parlé de la formation de la main-d'œuvre qualifiée. Et donc là encore, les résultats, donc pour une décision que je prends aujourd'hui et pour des ressources que je mobilise dès aujourd'hui et que aussi pour des ressources que je vais assurer sur 30 ans, les résultats de cette stratégie, je ne vais réellement les voir que dans 30 ans. D'accord? Ça signifie également que j'ai besoin d'avoir une vision. Si je n'ai pas de vision, ça ne sert à rien. Il faut que j'ai une vision, pas seulement de l'économie nationale, mais surtout de l'économie internationale. Parce que quand je parle d'industrie, quand je parle de chaîne de production, quand je parle de chaîne de valeur, je dois être capable d'avoir une vision de l'évolution de l'économie mondiale et d'avoir une vision pour l'économie nationale dans cet environnement-là pour pouvoir mettre en place une stratégie. Donc là encore, ce n'est pas quelque chose de très évident. Donc il faut avoir les bonnes compétences déjà pour faire ce type d'exercice-là. Et il faut qu'il soit bien sûr fait à chaque fois avec cohérence. D'accord? Donc il est très important déjà, quand on parle de politique économique, de faire la distinction entre ces deux groupes. Politique économique conjoncturelle, donc en général, c'est soit la Banque centrale pour ce qui est de la politique monétaire, soit le budget pour ce qui est le ministère de l'économie et des finances ou le trésor tout simplement qui va s'occuper de la politique budgétaire, mais ça, c'est sur des horizons d'un an, d'accord, 1 an, 2 ans, 3 ans, selon les objectifs et selon le contexte, à ne pas confondre avec les politiques économiques structurelles qui sont pilotées bien sûr par des ministères, mais qui ne sont pas soumis à la même logique. Pour ce qui est de la politique conjoncturelle, pour ce qui est des politiques conjoncturelles, donc on parle généralement de politique conjoncturelle de relance. D'accord? De relance. Pourquoi on parle de relance? Parce que c'est ce qui permet de réanimer l'économie. Par exemple, on a un choc économique, on a une crise comme celle du coronavirus, par exemple, qui s'est traduit par un certain nombre d'impacts, qui a plongé l'économie dans une récession, et je dois mettre en place une politique économique, conjoncturelle bien sûr, parce que c'est de la conjoncture, de relance. Donc permettre de relancer l'économie, la pousser, si vous voulez, la pousser, la relancer, la remettre sur les rails. D'accord? Comment je le fais? Il faut que je pousse la croissance, il faut que je pousse l'emploi et il faut que je pousse la demande des ménages et des entreprises. Donc, je dois jouer sur tous les points de mon équation d'équilibre général. D'accord? Donc, pour créer de la croissance économique, donc pour relancer l'économie, donc il faut que je pousse la croissance. Pour pousser la croissance, je dois faire jouer pratiquement tous mes instruments pour favoriser la consommation des ménages et des administrations, favoriser l'investissement, favoriser les dépenses publiques et bien sûr favoriser les exportations ou favoriser du moins une balance commerciale positive. Donc, comment je le fais? Donc, je peux utiliser soit des politiques monétaires de relance et des politiques budgétaires expansionnistes. Dans les deux cas, on parle d'expansionnistes.
d'accord, politique monétaire expansionniste, politique budgétaire expansionniste, dans le but de doper la consommation, de doper l'investissement, de doper les dépenses publiques et bien sûr de doper les exportations. Et j'aurais réalisé de la croissance économique parce que je pars d'une croissance économique qui est très faible. On va voir dans le détail qu'est-ce qu'une politique monétaire expansionniste et qu'est-ce qu'une politique budgétaire expansionniste. Mais pour vous vous rapprocher un petit peu de l'exercice, pour ce qui est de la politique monétaire, et en général, c'est le coût du crédit. D'accord? Est-ce que le crédit est cher ou pas cher? Si vous allez à la banque et que la banque vous dit que le crédit, c'est-à-dire est cher ou pas cher, c'est le taux d'intérêt pratiqué sur le crédit. Plus le taux d'intérêt pratiqué sur le crédit bancaire, notamment à la consommation, est faible, et plus il va vous pousser à consommer. D'accord? Si vous allez à la banque et on vous dit aujourd'hui il y a une promotion, si vous achetez une voiture ou pour un crédit automobile, au lieu de payer 5%, vous allez payer que 2%. Donc là, vous êtes incité à acheter une voiture par crédit parce que justement c'est une aubaine et le coût du crédit a baissé et donc vous êtes incité à acheter ce véhicule-là. Ce faisant-là, vous augmentez le niveau de la consommation et donc vous favorisez le PIB. Je peux avoir le même raisonnement pour l'entreprise. Un entrepreneur qui a une idée ou une usine qui veut investir ou renouveler son matériel, quand elle va à la banque, on lui dit aujourd'hui il y a une aubaine, au lieu de payer 5% d'intérêt, vous allez payer 2%. Et c'est une aubaine, c'est une promotion, demain ça va changer, c'est quelque chose qui ne va pas rester sur le marché, dépêchez-vous de prendre une décision. Donc moi, quand je vois déjà mon coût de crédit qui passe de 5% à 2%, je peux être incité à prendre ma décision et donc investir, acheter du matériel ou investir dans une société. Et ce faisant, qu'est-ce que je fais? J'augmente le niveau de l'investissement privé et donc je contribue à la croissance du PIB. Donc ça, c'est de manière très simplifiée ce qui se passe dans la politique monétaire via le crédit bancaire, pour les consommateurs, pour les investisseurs. Pour ce qui est de la politique budgétaire expansionniste, donc comme son nom l'indique, ça vient du budget. Donc le budget, c'est le trésor, c'est l'État qui va dépenser de l'argent. D'accord? Et ici, une politique budgétaire expansionniste, c'est typiquement l'État qui dit que je vois que l'économie connaît des difficultés, je vois qu'il y a des secteurs qui ont du mal à démarrer, je vois qu'il y a des secteurs qui ne veulent pas investir, ou je vois qu'il y a des consommateurs qui ne sont pas très confiants en l'avenir et donc qui réduisent leur consommation. Qu'est-ce que je fais pour les inciter à consommer davantage? Par exemple, si je veux faire consommer davantage les entreprises, par exemple, leur dire que le crédit TVA pour le véhicule acheté à crédit, au lieu que ce soit du 20%, ça va être du 10%, par exemple. Donc là encore, ça me revient moins cher d'acheter un véhicule parce que l'État va prélever moins d'impôts sur ma consommation, donc je vais être incité à consommer. Ou bien l'État va me dire, tous les jeunes primo-employés, donc tous les jeunes diplômés qui vont occuper leur premier emploi, ils seront exonérés pendant 3 ans des impôts sur le revenu. Ça peut être intéressant pour ces jeunes-là pour les pousser à la consommation. Ou bien ça peut être très bien que l'État va dire attention, donc je ne vais pas faire jouer ni la consommation ni l'investissement de façon directe, je préfère investir moi-même. Donc je vais lancer la construction de 2 ports, d'une autoroute, d'un TGV, d'un tramway et je vais rénover toutes les voiries. Donc je vais donc commander du ciment, de l'acier, je vais faire employer de la main-d'œuvre, du matériel, et donc je vais lancer une commande à l'intérieur de l'économie, donc je vais injecter des revenus, et donc je vais pousser l'investissement et la consommation, et je vais contribuer à la croissance économique. D'accord? Donc c'est à peu près ça l'idée. Pour la balance commerciale, on va voir d'autres exemples parce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est dans le même esprit. D'accord? L'idée ici, c'est qu'une politique conjoncturelle de relance, elle s'appuie sur une politique monétaire expansionniste, une politique budgétaire expansionniste, qui les deux visent à encourager la demande intérieure
pour favoriser la création de richesses. Donc ça, c'est pour la politique conjoncturelle de relance. Pour ce qui est de la politique conjoncturelle de stabilisation, d'accord? C'est quand, par exemple, j'observe que l'économie croît. Donc, il y a de la croissance économique, mais c'est une croissance équilibrée, une croissance économique qui n'est pas équilibrée ou qui n'est pas saine ou qui s'accompagne par des déséquilibres. Par exemple, j'observe que mon économie connaît une croissance très forte qui est supérieure à son potentiel. D'accord? Je suis en train de faire courir mon économie plus vite que son rythme ou que sa structure. Et ça pose un problème, ou ça pose plusieurs problèmes, notamment l'inflation. D'accord? Ça va poser un problème d'inflation, ça va poser un problème d'augmentation du niveau général des prix, et ça va justement poser un problème pour la consommation et surtout pour l'investissement. Et donc, ça peut me créer un problème. Donc, j'ai certes de la croissance, mais c'est une croissance qui n'est pas durable. Pourquoi elle n'est pas durable? Parce qu'elle s'accompagne par des déséquilibres avec notamment des poussées inflationnistes qui risquent de me faire éclater mon économie. D'accord? Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai une usine dont le potentiel de fabrication est de 10 unités par jour. D'accord? Quand je vais acheter la machine, quand je l'achète chez le fabricant de biens d'équipement, il me dit que cette machine utilisée normalement et entretenue normalement, elle dispose d'une capacité de production de 10 unités par jour. D'accord? 10 unités par jour, et je dois l'entretenir, je dois laisser reposer, ainsi de suite. Alors, imaginons que, et les 10 unités, bien sûr, ça dépend bien sûr de ma commande. C'est-à-dire, en tant qu'entreprise, je peux choisir de produire une unité, 2 unités, 3, 4, 5 par jour, ou bien 10 unités par jour. Je peux l'utiliser au maximum, je peux l'utiliser moyennement, je peux l'utiliser pas du tout. D'accord? Selon la demande qui m'est adressée sur le marché. Imaginons qu'on est dans une période de forte croissance économique et que la demande sur le marché est très élevée. Et moi, j'ai cette machine-là et je fabrique d'habitude 8 unités, donc je serai amené à augmenter mon niveau ou la capacité de à utiliser cette usine à pleine capacité, à plein régime pour produire 10. Et ces 10 unités, je suis à la pleine capacité de cette machine-là et je vais l'utiliser, peut-être même en flux tendu, quotidiennement. Donc le problème qui se pose, c'est que cette machine-là, utilisée à plein régime, à pleine capacité, à un moment donné, elle va finir par chauffer, elle va finir par se détériorer, elle va finir par nécessiter plus d'entretien, elle va nécessiter par le fait d'utiliser des pièces de rechange, elle va peut-être casser, je vais être obligé de changer de pièces. Et donc, du coup, pour fabriquer les disques quotidiennement, je vais dépenser un peu plus d'argent et donc le prix de ma production va augmenter et donc je serai obligé d'augmenter le prix sur le marché et donc là, je suis en train de créer de l'inflation. Pourquoi cette inflation? D'où elle vient cette inflation? Cette inflation, elle vient du fait que j'ai utilisé ma machine ou mes capacités de production à leur maximum. D'accord? Alors ce raisonnement que j'ai utilisé pour une machine ou pour une usine, appliquez-le à toute l'économie. Donc c'est toute l'économie, donc tout le système productif qui va fonctionner à plein régime tout le temps et donc forcément ça va induire des frictions, ça va induire des augmentations de prix à cause bien sûr de l'augmentation du coût de production et donc je crée de l'inflation. Et donc l'idée ici c'est de ne pas atteindre ce niveau-là. Quand je vois que mon économie commence à s'approcher de son niveau maximum, je dois, en tant que planificateur ou en tant qu'État tout simplement, je dois mettre en place des mesures ou des instruments pour dire attention, c'est en train de chauffer, il faut ralentir ou plutôt stabiliser. D'accord? Il faut éviter d'atteindre le maximum, il faut stabiliser. Donc, une fois qu'on a atteint une certaine vitesse de croisière qu'on juge durable, soutenable, on stabilise notre machine.
D'accord? Et pour y arriver, on va utiliser les mêmes instruments que tout à l'heure, mais au sens contraire. Par exemple, donc je sais qu'il y a une forte demande qui s'adresse à mon système de production. Qu'est-ce que je fais? Ben, il faut contrôler la demande. Il faut réduire la demande. Donc je constate que les consommateurs demandent énormément. Donc je vais dire, bon, attention les consommateurs, vous arrêtez ou vous stabilisez votre consommation, vous la diminuez. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais demander aux banques d'augmenter le taux d'intérêt. Donc, la même personne, quand elle va voir sa banque, elle va lui dire que le crédit que d'habitude je facture à 5%, ben je vais le facturer à 10%. Ce faisant, qu'est-ce qui se passe? Elle me dissuade en tant que consommateur d'aller contracter ce crédit-là. La même chose pour les investisseurs. Les investisseurs vont accourir aux banques pour dire il faut qu'on investisse, il faut qu'on augmente la demande, il faut. Alors que, comme ça crée des pressions inflationnistes, que vont faire les banques? Les banques vont leur dire bah, le crédit que vous payez 5%, vous allez payer 10%, ça devient dissuasif d'investir et donc ils vont ralentir leur investissement. Donc ça, c'est pour le volet politique monétaire. On peut s'intéresser, là encore, au volet budgétaire. Là, c'est les impôts. Pour ralentir la demande, ou pour stabiliser la demande, l'État va mettre en place des taxes. On va dire, bon, tous ceux qui veulent consommer, on va les taxer. Donc, du coup, on réduit leur consommation. Pour l'investissement, la même chose. On va augmenter les impôts pratiqués sur les sociétés pour les dissuader d'investir. Là encore, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai stabilisé mon économie. D'accord? Pour éviter l'augmentation des prix, pour augmenter l'apparition de déficit. Dans la réalité, comment ça se passe? Ben, c'est la même chose. En temps de crise, il faut relancer. En temps d'essor, il faut stabiliser. Donc, c'est un peu comme un réglage, d'accord? C'est un peu comme vous cherchez la bonne station de radio. Donc, vous cherchez le bon volume ou vous cherchez la bonne fréquence pour stabiliser votre économie. Donc, pas trop fort, pas trop bas, et vous cherchez le juste équilibre. Donc, c'est ça le rôle des politiques conjoncturelles qui sont conduites sur le court terme. Donc, utiliser un certain nombre d'instruments, soit de façon expansionniste, soit de façon restrictive, dans l'objectif de piloter l'économie et la maintenir sur le seuil que nous, on juge équilibré et durable et souhaitable par rapport à nos autres objectifs, notamment sociaux. D'accord? Et il y a, bien sûr, les politiques structurelles, donc elles visent à modifier, mettre en place des mesures qui vont modifier la structure de l'économie de telle sorte à ce qu'on l'adapte à notre vision de long terme. D'accord? C'est un peu comme pour le tourisme. Donc on s'est dit qu'au Maroc, on va se lancer dans le tourisme de masse. Donc le tourisme de masse consiste à mettre en place des capacités hôtelières, des capacités en termes de restauration et de services qui puissent accueillir le maximum possible d'étrangers. Et donc, dans toutes les zones balnéaires au Maroc, donc c'est une politique, c'est un plan ou une stratégie pour le tourisme, donc qui vise à développer cette activité partout au Maroc. D'accord? Donc, il faut qu'on mette en place des ressources financières pour les infrastructures, donc pour mettre en valeur le patrimoine national, donc pour les visites, pour mettre en place les bonnes installations sur les corniches, sur les plages, sur les montagnes, là où il y aura l'affluence des touristes. Il faut qu'on mette en place la bonne formation, puisqu'il faut former les jeunes pour accueillir ces gens, donc les serveurs, les restaurateurs, les cuisiniers, les chefs d'hôtel, les maîtres d'hôtel, pardon, les responsables hôteliers, les managers. Donc il faut développer toute cette main-d'œuvre-là qui va travailler dans ce secteur-là. Il faut aussi veiller à ce que toutes les villes principales où je veux développer le tourisme soient desservies par le transport. Donc il faut qu'il soit accessible au transport routier, au transport maritime quand c'est possible, et au transport aérien. Il faut que donc vous voyez que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour parler de tourisme et pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur un horizon court terme. Et ça implique beaucoup de choses, parce que pour favoriser le tourisme, il faut que je favorise également le transport aérien,
le niveau de formation des jeunes et surtout leur capacité à utiliser les langues étrangères. Il faut là encore faire de la publicité, il faut faire de la promotion du tourisme. Donc, ce sont des choses qui sont faites sur le long terme. C'est ainsi que je parle de politique industrielle, donc pour développer l'industrie, politique agricole pour développer l'agriculture, aménagement du territoire pour mettre en place les bonnes infrastructures et qu'elles soient efficaces, également les recherches et développement, la formation des jeunes. Donc c'est tout à la fois qui doit être, tous ces éléments ensemble qui doivent être travaillés sur du long terme pour changer la structure de l'économie. Donc, quand on parle de politique économique, quels sont les objectifs ou les cibles de ces politiques économiques? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut qu'on définisse un certain nombre de normes ou d'objectifs que pour nous, ils sont souhaitables. Donc, on se dit que pour moi, en tant que planificateur, la croissance économique devrait se situer entre X et Y, le niveau d'emploi devrait se situer entre X et Y, le niveau de chômage entre X et Y, l'inflation ne devrait pas dépasser 2%, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des objectifs que moi, j'ai fixés en amont et que je dois respecter. D'accord? Donc, les objectifs poursuivis en politique économique, en général, c'est un certain niveau de la croissance économique ou de la croissance de la production. C'est aussi ce qu'on appelle le plein emploi des facteurs de production. Quand je dis plein emploi des facteurs de production, c'est-à-dire que mes capacités de production doivent être utilisées. Je ne dois pas avoir de gâchis. D'accord? Je ne dois pas avoir de gâchis dans mes capacités de production. Si j'ai des usines, c'est dans mon intérêt à ce que ces usines soient exploitées et non pas à être inexploitées. Et donc, c'est à constater ce qu'on appelle une destruction de capital ou une destruction de richesse. En même temps, mes facteurs de production, il y a le capital, mais il y a aussi le travail. Donc, il faut que la population active à la recherche d'un emploi puisse trouver un emploi. Donc, si j'ai du chômage, ça veut dire que j'ai des ressources humaines, ça veut dire que j'ai des capacités, ça veut dire que j'ai un capital humain que je n'exploite pas. Donc, qui est laissé là, qui est en train de se détériorer, et bien sûr, au risque d'avoir des problèmes sociaux, qui n'est pas utilisé. Et donc, là encore, mon objectif, c'est d'utiliser mes capacités de production. D'accord? Parce qu'on est dans la rationalité, donc on est dans un environnement de rareté ou un contexte de rareté, et on est face à des agents économiques qui sont rationnels. Donc la rationalité m'impose d'utiliser mes capacités de production. Donc, quand vous allez dans un pays et que vous voyez qu'il y a du chômage, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pays n'utilise pas ses facteurs de production, où ce pays-là a du mal à concilier sa structure productive, à concilier son économie ou à s'adapter au contexte et en cohérence, bien sûr, avec la quantité et la qualité de son capital humain. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'avoir la croissance économique. L'objectif aussi, c'est que cette croissance économique soit cohérente avec ou la croissance économique obtenue avec la pleine utilisation des facteurs de production, qu'il n'y ait pas de gâchis. Le troisième objectif, donc les deux premiers objectifs, ils peuvent être cohérents, d'accord? Ils peuvent être cohérents parce que pour créer plus de croissance, je dois utiliser plus de capacité de production. Et des fois, j'ai des incohérences ou j'ai des conflits. Donc le troisième élément peut le montrer, la stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation maîtrisée. Revenons à l'exemple de tout à l'heure. Quand mon niveau de production dépasse mes capacités de production, donc quand la croissance de la production réalisée dépasse la croissance atteinte grâce au plein emploi des facteurs de production dans mon économie, eh bien, il est inéluctable ou bien l'apparition de l'inflation est quelque chose d'inéluctable. D'accord? Donc, si la croissance de mon pays ou la croissance de mon économie
dépasse la croissance permise grâce au plein emploi des facteurs de production, alors nécessairement, j'aurai de la stabilité, enfin, j'aurai un problème d'inflation. Donc, pour stabiliser mes prix, il faut que la croissance de ma production soit cohérente avec la croissance permise grâce au plein emploi des facteurs de production. Quatrième objectif, c'est l'équilibre extérieur. Il ne faut pas que je sois extrêmement dépendant des ressources étrangères, d'accord? Donc, il faut que la balance des transactions courantes soit équilibrée. Donc, ni négative, ni positive. Par exemple, si je m'intéresse uniquement à la balance commerciale, ben, il est préférable d'avoir des exportations qui financent mes importations. Donc, si je peux avoir un excédent, c'est très bien, mais l'excédent commercial peut créer d'autres problèmes qu'on verra plus tard. Mais l'idée ici, c'est que l'idéal, ça serait d'avoir l'exact ou le parfait équilibre de mes échanges extérieurs. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle la stabilité du taux de change quand le régime de change est flottant. Donc au Maroc, il est plutôt fixe, mais pour les régimes de change flottants, par exemple le dollar, l'idéal, ça serait de stabiliser ce taux de change-là. D'accord? Et parfois, c'est très difficile, bien sûr, de concilier ces objectifs-là. D'accord? Donc, ces objectifs-là, c'est parfois créer des contradictions, parfois me poussent à faire des arbitrages et peuvent créer des difficultés. Donc, dans le cadre cette problématique-là, il existe une manière, ce n'est pas la seule, il existe un modèle très simple que vous pouvez chercher sur Internet, donc ce qu'on appelle carré magique de Kaldor. C'est une représentation graphique sur un plan de comment une économie peut visualiser son équilibre, peut dresser des objectifs d'évolution et peut également se comparer à elle-même dans d'autres périodes et surtout se comparer avec d'autres économies. Donc on va voir dans le détail. Donc vous pouvez aller sur Internet pour générer ce qu'on appelle le carré magique de Kaldor. Donc il permet de visualiser la situation économique d'un pays, d'étudier son évolution dans le temps et de le comparer avec d'autres pays similaires. À quoi il ressemble? Ben, il ressemble à ça. D'accord? Il me permet de visualiser mon économie de façon simple. D'accord? Donc, regardez par exemple, donc c'est le Maroc en 2015. Donc, vous avez quoi? Vous avez ici, vous avez la croissance du PIB. Donc, ici, vous avez la croissance du PIB. Donc, différents niveaux de croissance. Ça peut aller de 0. Bien sûr, on peut avoir des niveaux de croissance négatifs. D'accord? Donc, taux de croissance. BTC, balance des transactions courantes. Donc, c'est mon exposition au reste de l'économie mondiale. Donc, c'est les flux économiques et financiers vis-à-vis de l'étranger. Donc, combien je dois au reste du monde pour faire fonctionner mon économie. Donc, j'ai parlé la dernière fois de ce qu'on appelle les recettes des Marocains à l'étranger, les investissements directs à l'étranger, des recettes touristiques. Donc, ce sont des flux financiers qui viennent de l'extérieur et qui peuvent financer l'économie nationale. J'ai aussi parlé de la balance commerciale, qui est la différence entre ce qui est exportation et ce qui est importation. En bas, j'ai mon objectif d'inflation et à gauche, j'ai l'objectif de chômage. D'accord? Donc ici, par exemple, en regardant le Maroc, donc si vous allez sur le site et vous tapez Maroc et 2015, vous allez avoir ce graphique-là. Donc j'ai un taux de croissance de 4%. Un problème de...
Ça sort pas très bien. Voilà. Donc, j'ai mes objectifs, donc croissance du PIB 4%, balance des transactions courantes déficitaires moins 2%, donc elle se mesure en pourcentage du PIB. L'inflation est autour de entre 1 et 2%, et le chômage, il est autour de 10%. Donc le PIB, il se mesure en taux de croissance du PIB en volume, c'est-à-dire le PIB réel, hors inflation. La balance des transactions courantes, qui est le solde de la balance des transactions courantes en pourcentage du PIB, donc combien elle représente dans le PIB, l'inflation, taux de variation de l'indice des prix à la consommation, et le chômage, qui est, bien sûr, tel que vous connaissez, la partie de la population active qui est à la recherche, qui est sans emploi et qui est activement à la recherche d'un emploi. D'accord? Donc, vous pouvez aller sur Internet pour voir directement ce graphique-là. Vous pouvez le générer, vous pouvez calculer le Maroc de 2016, 17, 18, 19, et vous pouvez les comparer. Vous pouvez faire même une évolution historique de ce graphique-là. Ça vous offre une possibilité. Donc l'idéal ici, c'est d'avoir une forte croissance sans trop d'inflation ou d'une inflation stable qui est comprise ou inférieure à 2%, un taux de chômage qui est le plus proche possible de zéro, même si zéro c'est impossible, donc un taux de chômage autour de 5-4%, c'est quelque chose de très bien, une balance commerciale qui est plutôt proche de zéro. D'accord? Donc je vais m'arrêter là parce qu'on va passer à quelque chose de très compliqué et je préfère vous laisser le temps de digérer déjà ce qu'on a fait jusque-là et aussi pour permettre une session de questions-réponses. Donc j'arrête l'enregistrement et vous pourrez utiliser vos micros.